Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture. J'ai pas mal de retard dans mes points lecture, donc on va y aller tout de suite. J'ai 8 livres à vous présenter. Vous le savez, au mois de juillet-août, j'ai décidé de me faire un petit challenge. Je finis mes SP et je finis mes sagas. Voilà. Et bien écoutez, je m'y suis attelée puisque j'ai terminé Steam Seller avec ce tome 3. Le passeur d'âme de E.S. Green, paru chez Gulfstream Editor. J'ai terminé notre saga avec Babel Corp, le tome 3 Ascension de Scott Redgen, paru chez Milan. J'ai terminé une saga avec Roseland, le tome 3 Spria de Nathalie Sommers, paru chez Didier Jeunesse. Et enfin, j'ai terminé une énorme saga avec Nevernight, le tome 3 L'Aube Obscure de Jack Christophe chez De Saxus. Ça, c'est mes fins de saga. Pour les SP, j'ai quand même fini un SP. J'ai lu Le Dernier Vol de Julie Clark, paru chez l'Archipel. J'ai fait avec Julia mon roman d'enquête Lumni Panique au Labo, c'est chez Grown de Jeunesse. J'ai lu Plume et l'ombre du dragon de Agnès Marot chez Scrineo. Et enfin, j'ai lu un livre hors catégorie, hors tout ça quand même. Et j'ai lu Vox de Christina Dalcher c'est une édition de Noël. J'ai chaud. J'ai très chaud. Comme je vous l'ai dit, je termine des sagas et j'ai jeté mon dévolu sur Steam Seller puisque cette saga, je l'ai débutée pour le Plib puisque ça a été le grand gagnant de l'année dernière, le tome 1. J'ai enchaîné sur le tome 2 et voilà, j'ai pas laissé passer trop de temps et je suis très contente d'avoir terminé cette saga. Je l'ai lu pendant mes vacances, c'était en Tunisie, c'était très chouette de partir à l'aventure avec des pirates de l'air, on va dire. C'était une très bonne fin, j'ai beaucoup apprécié, on est sur de l'alchimie, on est sur des batailles en plein air avec des vaisseaux volants. On est avec un secret parmi les alchimistes puisque ce peuple a disparu. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que Prudence, qui semble être particulière, pourrait réanimer les alchimistes? Bon, il y avait tout un secret comme ça, c'était haletant, c'était très bien mené, j'ai beaucoup aimé ce troisième tome, il conclut la saga magistralement et voilà, j'ai beaucoup aimé cette saga. Par contre, je ne sais pas si elle va me rester très longtemps en tête parce que voilà, ça fait déjà un mois que j'ai lu ce livre et je commence déjà à avoir les souvenirs qui partent. Voilà, finalement ça m'a pas marqué plus que ça. Je sais que dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé, mais je pense que c'est pas une saga qui va me marquer à vie. En tout cas, c'est assez sûr, à vie, c'est sûr. Pour quelques temps, quelques semaines encore. Mais bon, malheureusement, je pense que je vais très vite l'oublier alors que voilà, j'ai passé un très bon moment. L'objet livre est plutôt sympa. Avec le rabat, j'aime bien les rabats avec une carte du monde, bref. L'objet livre est très sympa, je vais suivre S. Green dans la prochaine aventure qu'elle nous proposera parce que c'était très bien écrit. C'était plein d'aventures. Le premier tome était un petit peu plus lent que les autres. Ceux-ci, les tomes 2 et tome 3, ont ma préférence parce que finalement il y a plus d'action. On s'attache au personnage, on finit par s'attacher à cet équipage complètement loufoque. Et on en apprend un peu plus à chaque fois. Et malheureusement il y a des pertes et ce genre de choses. Bon bref, voilà, c'est un peu fort en émotion de toute façon. C'est une saga qui se termine. La page est tournée. Une autre page s'est tournée avec Babel Corp, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. On y suivait des jeunes qui partaient à l'aventure dans un vaisseau spatial pour aller coloniser une nouvelle planète. Durant leur voyage dans ce vaisseau, ils avaient des épreuves pour apprendre à manier un minerai qui leur serait utile et qu'ils vont devoir récupérer sur la planète où ils vont. Malheureusement ça se passait pas du tout comme c'était prévu. Dans le second tome ils arrivaient sur la planète et là dans ce troisième tome eh bien ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner chez eux. Ils vont tout faire pour rentrer sur Terre, sauf que malheureusement leur employeur ne veut absolument pas qu'ils rentrent, veut les exploiter à fond et veut les laisser sur cette planète mourante.
pour que ces jeunes ne disent pas ce qu'ils ont vécu, ne racontent pas leur expérience et ne les menacent pas justement. Bref, j'ai beaucoup aimé, c'était une bonne fin de saga. Je l'ai lu aussi en Tunisie, comme quoi les vacances, ça a du bon pour lire. C'était haletant. Franchement, cette saga a été une très bonne découverte parce que autant le premier tome est particulier parce qu'on est sur une sorte d'entraînement. On va de surprise en surprise, il y a pas mal de rebondissements. Et le second tome est complètement différent avec la découverte de la planète. Bref, c'est très complet comme roman. C'est du space opéra, du planet opéra, très complet. Franchement, moi je me suis énormément attachée au personnage. J'adore Emmett, j'adore tous ceux de Genesis 11, Genesis 12 et tous. Je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. J'aime beaucoup aussi ce qu'on nous a proposé sur cette planète avec forcément une planète déjà colonisée. Enfin voilà, il y a des autochtones donc on voit un petit peu ce qui s'y passe. On comprend pas mal de choses, on vit la terreur de ces gens qui voient leur planète qui va disparaître. Bref, voilà, c'est vraiment palpitant. C'est une saga dont j'ai un excellent souvenir par rapport à Steam Seller, malheureusement, parce qu'elle m'accompagne depuis pas mal d'années et je suis très contente de l'avoir terminée. Une autre saga qui m'accompagne depuis pas mal d'années, avec Roseland, là c'est complètement différent, on quitte l'espace, on se retrouve sur Terre dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Et on a deux mondes en parallèle, on a notre monde et Roseland, et les deux sont interconnectés, ils sont liés, et nous allons suivre Lucan qui fait le lien entre ces deux mondes. Il peut se déplacer autant dans Roseland que dans notre monde, et il voit les interactions entre les deux. Quand Londres est bombardée, eh bien c'est du côté de Roseland une autre ville qui est bombardée. Bref, voilà. Toutes les actions qui sont faites dans notre monde sont faites aussi à Roseland et on peut influer sur l'une ou l'autre, sur l'un ou l'autre des mondes et voilà, ça influe sur tout. Donc il y a un enjeu majeur pour éviter cette guerre, enfin cette guerre, on peut pas l'éviter parce qu'on est en plein dedans, mais pour terminer cette guerre, il y a un enjeu autant à Roseland que dans notre monde et Lucan va tout faire pour aider les deux mondes auxquels il appartient. On en apprend beaucoup plus dans ce troisième tome, on apprend un petit peu les origines de Lucan. On apprend pourquoi il a cette faculté de partir dans les mondes, même si on commençait un petit peu à le distiller dans les tomes précédents, mais bon là c'est concret. Et puis voilà, on voit la fin de cette guerre, on voit tout ce qui a pu conduire à la fin de cette bataille, et c'était chouette. Franchement c'est une très bonne saga jeunesse française. J'avais rencontré l'autrice aux Oniriques, il me semble, à mes yeux, avant le Covid. Je lui avais acheté le second tome. Après, bah voilà, il me manquait plus que ce troisième tome pour conclure. Et je suis très contente. Là, plus précisément, on parle du débarquement. Et oui, parce que c'est un petit peu ce qui conclut la Seconde Guerre mondiale, le débarquement. Et on voit tous les aspects stratégiques du côté de la France, du côté de l'Angleterre et du côté de Roseland. Et voilà, je vous ai dit, les deux mondes sont interconnectés, donc il faut agir sur les deux mondes. Et c'était très très sympa avec des magnifiques couvertures. Moi je suis fan. Je garde la première couverture, voilà, qui est ma préférence. Trisanglade, on était plutôt à Stalingrad. Ici, donc c'est Roseland, c'est Londres. Et Spria c'est Paris. Donc voilà, c'était très bien parce que ça allie histoire et puis fantastique, fantasy avec un nouveau monde. Et ouais, c'était très très chouette. Et enfin, j'ai terminé cette énorme saga Nevernight qui peut paraître indigeste, je pense, pour certains. Je sais que je me souviens très bien quand j'ai attaqué Nevernight, je me suis dit... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc avec des notes en bas de page qui couvraient des fois 2 pages entières? Vous vous dites, mais c'est pas possible. Et en fait, finalement, ces notes de bas de page ont tout leur sens, puisque ces notes de bas de page, eh bien, vous racontent l'histoire de Mia, mais on comprend.
tout dans le 3e tome. On comprend le narrateur, on comprend tout ce qui se passe, on sait qui c'est. En fait, c'est une saga de vie, Nevernight. C'est la vie de Mia qui cherche par tous les moyens à se venger. Son père a été assassiné, elle veut se venger, elle rentre dans l'église rouge pour tuer, pour devenir la plus grande tueuse et pour assouvir sa vengeance. Et elle va avoir pas mal de bâtons dans ses roues et c'était grandiose. Cette saga est grandiose, mais je sais qu'elle plaira pas à tout le monde parce que je vous dis déjà les notes de bas de page. Faut s'accrocher. Mais il y a toujours ce petit humour, cet humour noir tragique dans les notes de bas de page que j'aime beaucoup. Et puis après je me suis habituée au fur et à mesure de ma lecture et puis je me suis attachée un petit peu à ces notes en bas de page et elles prennent vraiment tout leur sens. Mais je sais que ça plaira pas à tout le monde, le langage est hyper cru, il y a des scènes assez violentes, le langage est cru, hein. Il y a des insultes, des mots d'injure, il y a des gros mots quasiment à toutes les pages quoi. Mais après on s'habitue, je serais tentée de vous dire on s'habitue, et puis c'est ce qui fait un petit peu la particularité de ces romans, et franchement je suis contente de l'avoir terminé, et c'est pareil, je pense qu'elle me restera longtemps en mémoire, et puis heureusement parce que si je dois me retaper les 3 tomes, je sais pas combien de pages, mais celui-là il fait déjà presque 900 pages il me semble, ouais presque 900 pages. Les 2 zones ne sont pas en reste, donc ouais, c'était une sacrée saga avec Mia, ce personnage qu'on adore détester. Elle a ses particularités, et puis il y a d'autres personnages qui font la beauté de ce récit. Il y a Eileen que je n'aimais pas du tout, que j'ai appris à apprécier. Et puis il y en a d'autres, mais je vous le dirai pas parce que sinon je vais vous spoiler la suite. Même si vous n'avez lu que le tome 1, je vous spoilerai, donc je ne parlerai pas des personnages qui peut-être reviennent. Voilà, c'est terminé, tout a une fin, et cette fin est particulièrement violente. Mais bon, on pouvait pas s'attendre à autre chose dans une saga aussi violente. C'est fini pour les fans de saga. Maintenant je vous parle du dernier vol. Ce roman, j'ai hésité à le commencer avant de partir en Tunisie. Et puis, j'ai relu le résumé, j'ai fait non, non Maud, tu vas prendre l'avion dans quelques heures, tu ne prends pas ce livre avec toi, tu vas flipper. Puisque nous allons suivre Claire et Eva. Voilà, nous allons suivre la vie de ces 2 femmes. Claire est la femme d'un homme qui se présente au congrès, il me semble. Je crois que c'est congrès. Bon bref. Il va se présenter au congrès, il est charismatique, il a une très bonne réputation d'œuvrer pour les bonnes œuvres, etc. Sauf qu'il est violent, il bat sa femme, et Claire vit un enfer. Elle a tout prévu pour s'échapper, elle a tout prévu pour s'enfuir, sauf que son mari va déjouer ses plans et va partir à sa place à l'endroit où elle devait fuir et disparaître. Il l'envoie à la place à Porto Rico. Elle se retrouve à l'aéroport complètement désolée, en train de se dire je vais jamais pouvoir lui échapper. Et là elle rencontre Eva, une jeune femme, qui lui propose d'échanger son billet d'avion, que elle parte à San Francisco, là où Eva devait se rendre, et que Eva prenne sa place et parte à Porto Rico. C'est ce qu'elles font, et Claire va arriver à San Francisco et va apprendre que le vol qu'elle devait prendre, le vol pour Porto Rico, s'est crashé en mer et qu'il n'y a aucun survivant. Et du coup Claire se dit que elle a échappé à la mort, qu'elle peut se reconstruire une vie, que par contre elle ne connaît personne, elle n'a rien, donc elle va essayer de voir où vivait Eva, essayer de prendre en quelque sorte sa place, et elle va se mettre dans des embrouilles pas possibles parce que Eva avait de sacrées casseroles au cul. J'ai passé un très bon moment avec ce roman, même si au début c'était pas gagné parce que Claire, oui, Claire, on se prend d'empathie pour elle, c'est une femme qui est violentée, c'est une femme qui va tout perdre, mais pour avoir sa liberté. Eva, c'est particulier. Eva, c'est une jeune femme qui semble un peu perdue. Elle a dû abandonner ses études
parce qu'elle s'est fait prendre en train de fabriquer de la drogue. Et elle continue là-dedans, elle continue, et du coup elle a son dealer sur le dos, elle a le chef de son dealer qui trempe dans des magouilles pas très très propres, et c'est pour ça qu'elle voulait disparaître, Eva. Mais si vous voulez, moi de prime abord, je suis pas une grande fan des histoires qui traitent de drogue. En général je les évite parce que je sais que je n'aime pas ça. Donc si vous voulez, Eva, je l'aimais pas trop, je comprenais pas vraiment son raisonnement, j'arrivais pas à me prendre d'empathie pour elle, j'arrivais pas à m'attacher à elle parce que je trouvais ses choix de vie très peu intelligents, très peu rationnels, bref. Et voir Claire s'embourber là-dedans, mais au fur et à mesure, il y a des bons côtés à Eva, on apprend à la connaître parce qu'on a des flashbacks, on revoit ce qui s'est passé tant de temps avant le crash. Et on voit Claire dans le présent galérer et bref, non, c'était très bien fait du point de vue des temporalités, voilà, on apprend à connaître les jeunes femmes en remontant dans leur passé, en voyant ce qu'elles ont subi au quotidien. Et pour ce qui est de Eva, il y a ce petit mystère qui nous tient jusqu'au dernier chapitre de savoir est-ce que Eva est vraiment montée dans l'avion? Est-ce que Eva est vraiment morte? Est-ce que Eva a peut-être pu s'échapper et vit une nouvelle vie ailleurs? Parce qu'il y a ce petit doute qui est dès les premières pages où Eva se pose la question, s'arrête avant l'embarquement et se dit est-ce que j'y vais vraiment? Et en fait on revient pas dessus avant le dernier chapitre. Donc, j'ai bien aimé, c'est quand même assez rythmé. Quand on part un petit peu de cette histoire de drogue, et ben c'est déjà plus intéressant. L'histoire de Claire, je vous l'ai dit, ben on se prend forcément de sympathie pour elle parce que cette pauvre femme a vécu l'enfer avec son mari. Bref, ouais, j'ai passé un très bon moment et puis le final, il était juste ce qu'il fallait. Voilà, je me suis posé la question tout le long du livre en me disant et on va quand même nous dire si Eva s'en est sortie ou pas. Et ben on le sait. Et voilà, et puis ça donne voilà, toute son importance au roman. J'ai passé un très bon moment. Oh, je crois que je vais m'attacher les cheveux parce que je vais mourir. Je vous parle de ce petit livre que j'ai fait avec Julia en Tunisie. Voilà, on a lu le premier chapitre dans l'avion, mais bon, l'avion, pour se concentrer, etc., c'est pas le plus simple. Donc on l'a fait dans la chambre d'hôtel, le soir, quand on avait un petit répit ou quoi, et c'était très sympa. Par contre, c'est pour les enfants de 6 à 9 ans, Julia a 7 ans. Donc je pense qu'elle ne connaît absolument pas tout le cycle 2. Oui, parce qu'en fait, ce sont des énigmes à résoudre en fonction du cycle scolaire. Et Julia était en CP cette année, donc elle lit, il n'y a pas de souci. Mais pour tout ce qui est chimie physique, elle n'a encore rien vu. Donc si vous voulez, il fallait que je lui explique les notions. Alors, c'est une histoire. On y suit donc Lana et Noah, qui sont, il me semble, cousins, qui vont participer à un concours de sciences, sauf que ils se font aborder par un journaliste qui leur dit ben votre oncle, je ne sais pas où il est, j'aimerais lui parler, apparemment il a fait une découverte majeure et par contre il a disparu. Donc Lana et Noah vont se mettre sur les traces de leur oncle pour découvrir ce qui a pu se passer et quelle est cette découverte majeure. Donc ça se passe par petites énigmes. Déjà la première énigme c'est vous placer au stand de votre concours de sciences et là il faut... Les derniers arrivés se placeront à un stand multiple de leur nombre et de leur âge. Donc il faut retrouver le nombre qu'ils sont, donc ils sont deux, leur âge et puis... Comme le nombre est déjà pris, il faut prendre un multiple. Donc expliquer les multiples à Julia, elle a commencé à faire les multiplications, mais bon, c'est pas encore ça. Après, il y a pas mal de choses sur H2O, sur la physique, si un glaçon est plongé dans de l'eau, est-ce que ça fait monter le volume, est-ce que ça fait descendre le volume. C'est des petites expériences, hein, clairement, donc c'est plutôt sympa. Après... Aide les enfants, relie le nom de chaque scientifique à la bonne époque, ça elle connaissait pas, hein, elle connaissait pas les scientifiques, donc il a fallu aussi lui expliquer. En fait, clairement c'est moi qui ai fait le jeu parce que Julia n'était pas assez calée, donc 6-9 ans, ouais, alors plus vers les 9 ans hein, du coup, parce que sinon c'est un peu trop compliqué je pense.
Ça se termine sur une très bonne note. On a une petite morale à la fin qui nous explique l'importance de l'eau, cette ressource qui semble inépuisable et qui pourtant pourrait venir à nous manquer. Voilà, c'est vraiment très sympa parce que clairement, voilà, ça sensibilise les enfants. Et à la fin, vous avez, pour aller plus loin, si vous voulez faire un peu plus de recherche, pour expliquer un petit peu plus, on vous explique les 3 états de la matière, donc le solide, le liquide, le gazeux. Ça, on en parle quotidiennement dans le livre, à chaque page. Le cycle de l'eau, vous avez des vidéos, vous scannez le QR code et ça vous renvoie sur les vidéos. Mais voilà, c'est surtout une sensibilisation. Je vous marque la fin, voilà. C'est de l'anglais, Julien ne parle pas anglais. Donc water, j'ai dû l'expliquer que ça voulait dire eau. Bref, voilà, c'est très très bien fait. Moi, je me suis éclatée à faire ça, mais avec un enfant plus âgé, ça aurait été sans doute beaucoup mieux. J'ai fini hier Plume et l'ombre du dragon. Je vous avoue que je l'ai lu en une journée parce qu'il est très très court et il est fantastique. J'ai adoré ce petit roman parce qu'on y suit une jeune fille, Plume, qui est toute seule. Elle a vu sa mère partir, l'abandonner en quelque sorte. Et Plume n'est pas une jeune fille, une petite fille comme les autres, c'est une piratesse. Elle vole les ombres. Elle vole les ombres de tous ceux qui ont des ombres, donc c'est-à-dire de tout le monde en fait. Elle a une petite collection d'ombres qui sont ses amis. Une fouine, elle a quoi? Elle a un tricératops à 3 têtes. Ouais. Allez savoir où elle a trouvé un tricératops à 3 têtes. Là elle se met en quête de chercher une licorne, de voler son ombre parce que clairement ça vaut super cher au marché noir, sauf que Plume a un petit problème, c'est qu'elle n'arrive jamais à se détacher de ses ombres. Une fois qu'elle les a récoltées, elle prend leur histoire, voilà, elle leur demande de raconter leur histoire et après elle ne peut pas les vendre parce que ses ombres deviennent ses amis et elle est éprise de liberté et elle veut leur offrir cette liberté qu'ils n'ont pas lorsqu'ils sont avec leur maître. Bref, elle vole l'ombre de cette licorne et cette licorne lui parle, quand elle lui raconte de son histoire, d'une étrange apparition. Elle a failli se faire bouffer par un dragon, clairement. Et en fait, c'est le dernier dragon et Plume se met en quête de se dire « Wouh, je veux cette ombre !» Et c'était génial, c'était un roman plein d'aventures, avec plein de créatures surnaturelles, et puis le parler de Plume, mais j'adore. J'adore. Je vous lis juste la première phrase, ça vous donnera le ton. Il était une fois dans un royaume fort fort lointain. Oh, et puis zut, il y en a marre que toutes les histoires commencent comme ça. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler de ma mère. Voilà, ça c'est Plume. C'est Plume qui n'en a rien à faire des conventions, de tout ça. Et voilà, Plume, elle est solitaire. Depuis qu'elle a perdu sa mère, eh bien, ses seuls amis, ce sont les ombres. Et elle en souffre, elle cherche sa mère, mais en même temps, elle lui en veut de l'avoir abandonnée. Bref, c'était trop mignon, c'était trop chou, j'adore Plume, je l'aime beaucoup. Et puis, ben, ce livre sera lu par Julia. Elle n'aura pas le choix, elle devra le lire parce qu'il est génial. Et enfin, je termine avec Vox. Ce livre, je l'avais acheté en occasion et il était encore emballé dans le plastique, donc je sais qu'il n'avait jamais été lu. Il me faisait peur parce que je savais que ça allait être un roman où j'allais souffrir, où j'allais m'insurger. Et ça a été exactement ça, puisque nous sommes dans ce roman, dans notre monde, mais qui a dérivé, mais une dérive totale. Du jour au lendemain, le président élu a décidé de museler les femmes, de leur imposer un compte-mots au poignet qui leur interdit de dire de plus de 100 mots par jour. Et c'est aberrant pour la femme que l'on suit, Jean, qui est une grande scientifique, elle est neurolinguiste, il me semble, de mémoire. Et pour elle, la museler à 100 mots, lui imposer de faire les tâches ménagères et rien de plus, de tout déléguer à son mari, mais c'est une imposture totale. Elle s'insurge dessus, elle a 3 garçons. Et malheureusement, elle a une petite fille qui a 6 ans et qui ne parle pas parce qu'elle n'a pas pu développer son langage. Et un jour, le frère du président a un accident et elle est la seule à pouvoir réparer les dégâts causés dans son cerveau. Donc, le président le fait appel à elle en lui disant « Bon, on vous enlève votre compte mots et puis vous allez nous aider. »
Et là Jean se met à réfléchir et se dit je peux peut-être tirer quelque chose de ça. Et je peux peut-être faire changer les choses. Et elle va s'atteler à faire ça. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Parce que c'est ça. On crie au scandale à chaque page. Chaque page, on plonge dans quelque chose de plus grave, de plus horrible. J'ai beaucoup fait de parallèle avec La Servante écarlate. Je n'ai pas lu le livre. J'ai simplement vu la série. Et j'avais l'impression de me retrouver dans La Servante écarlate. Parce que du jour au lendemain, les États-Unis basculent et se retrouvent dans une société, mais complètement... Mais on se dit, on marche sur la tête, quoi. C'est pas possible d'infliger ça aux femmes. C'est pas possible. Et les hommes qui ne disent rien, qui jouent le jeu des politiques. Bref, c'est... Waouh, on a envie, je vous jure, de balancer ce livre. Et quand votre homme rentre à la maison, on a envie de lui hurler dessus. Alors qu'il a rien fait, le pauvre, il comprend rien. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Les hommes ne comprennent rien. Les hommes laissent faire. Ouais, c'était aberrant. C'était aberrant. Ce livre, je pense... devrait être mis dans toutes les mains féminines et dans toutes les mains masculines et faire un petit peu ouvrir les yeux et montrer la bêtise auquel on pourrait arriver. Oh, mon Dieu, j'espère pas, jamais. Mais ouais, c'est aberrant. C'est aberrant, mais voilà, ce livre est fort en ça et il me restera très longtemps en mémoire. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, elle est longue, oui, je me doute bien. J'espère que le son est plutôt bien. J'ai acheté un nouveau micro, mais je ne sais pas s'il marche. Parce que je me demande si c'est pas le connecteur en fait de mon appareil photo qui ne marche plus. Bref, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous l'ai déjà dit. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.